Bonsoir à tous et bienvenue. La guerre en Ukraine a de nombreuses conséquences dans le milieu sportif. On l'avait vu, la Russie et même la Biélorussie ont été suspendus par la plupart des fédérations sportives internationales. On a eu les avoirs de M. Ousmanov, l'un des sponsors principaux d'Everton, qui ont été gelés. Et là, ce soir, Roman Abramovich, le patron de Chelsea, a annoncé que le club était officiellement en vente. Alors c'est pas un secret, ça circulait dans les milieux autorisés depuis un petit moment déjà. Vous aviez Rory Smith du New York Times qui en avait parlé, même moi j'avais fait un petit post à ce sujet-là. C'était assez connu, donc ce n'est pas une surprise, mais là, Roman Abramovich a officialisé la chose. Ce qui est surprenant, par contre, c'est cet homme si discret, The Billionaire from Nowhere, le milliardaire qui venait de nulle part, qui est devenu sans doute l'oligarque le plus connu dans l'Occident suite à sa prise de pouvoir à Chelsea, qui ne disait rien, qui cultivait ce secret et ce mystère. En l'espace d'une semaine, s'est fendu de 2 communiqués et son porte-parole qui a également communiqué à de nombreuses reprises. Comment on est passé de « on cultive la discrétion » avec également des cabinets d'avocats et de conseillers en communication qui musellent quand même un petit peu la presse quand certaines affaires pouvaient sortir à travers non pas des menaces physiques mais plus de poursuites judiciaires et beaucoup de tracas à ce niveau-là. Comment on est passé de la discrétion, le secret, le mystère à autant de prise de parole publique? C'est absolument incroyable et c'est la première chose à signaler. Alors on va expliquer un petit peu tout ça parce que Abramovich est considéré, quand vous lisez pas mal d'articles, comme un très proche de Poutine, etc. Bon, faut tempérer. En effet, les deux ont des liens historiques clés. Je rappelle très souvent cette anecdote-là, mais quand Poutine récupère le pouvoir, il y a cette grande réunion fameuse avec la plupart des oligarques russes où il leur fait comprendre: je ne reviendrai pas sur les privatisations. Les privatisations, c'est post-URSS, l'ouverture à l'économie de marché, etc. Tu as plein d'hommes d'affaires qui en ont profité goulûment à travers des privatisations d'entreprises des secteurs clés, notamment miniers, mais également plein d'autres, automobiles et tout ce que vous voulez. Donc il réunit, c'est une dizaine d'oligarques de mémoire, et Abramovich est exempté en fait de ce rendez-vous, parce qu'il avait déjà la confiance. Et donc ce rendez-vous, il va leur faire comprendre: je ne dis rien sur les privatisations, ne vous mêlez pas de la politique, en gros suivez ce que je dis, certains ne vont pas le faire, dont l'ancien partenaire d'affaires de Roman Abramovich, le fameux Boris Berezovsky. J'en ai parlé dans la Mano Negra, dans les dernières vidéos, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, parce que je veux quand même juste le répéter. Abramovich tient notamment son ascension fulgurante, et je le répète, fulgurante, parce qu'il vendait, cette anecdote est quand même très marrante, mais rendez-vous compte comment ce mec passe de stocker des canards en plastique chez lui, dans son 2 pièces à Moscou, à millionnaire. Et bien il y a des rencontres sur un yacht, notamment en 95 ou 96, et cet homme Boris Berezovsky, le kingmaker de l'époque. Il y a eu d'autres personnes, hommes très intelligents, Abramovich, mais qui a quand même un passé très mystérieux en fait sous les... Contrairement à d'autres, tu peux quand même tracer plus ou moins la trajectoire de Roman Abramovich, sauf ça. À un moment donné, tu as une ellipse d'1 an, il y a cette fameuse histoire aussi où tu as un train rempli de pétrole qui disparaît plus ou moins, on va pas demander l'accusé, puis non. Bon, il y a ça, ce côté mystérieux, en effet. Mais globalement, tu peux quand même tracer plus ou moins sa vie. Sauf ça, c'est la période complètement mystère de Roman Abramovich, qui ensuite, Sibneft, derrière tout est traçable, il n'y a absolument aucun souci. Également les procès qu'il a eu vis-à-vis de ses anciens partenaires qui sont tombés en disgrâce vis-à-vis du Kremlin, contrairement à Abramovich, qui lui a gardé la confiance de Vladimir Poutine. Il a été gouverneur, comme vous le savez, il a eu des rôles politiques. C'est pour ça que c'est assez marrant quand ces conseils de communication disent qu'il n'a jamais eu de rôle politique. C'est évidemment faux. Mais c'est vrai qu'Abramovich, avant tout, c'est un homme d'affaires qui est dans plein de choses, alors liées au sport, à l'art, les matières premières, enfin bref. Il a une quantité de choses, également dans les services bancaires. Il a plein d'investissements dans la Caraïbe, dans certains paradis fiscaux, également à Chypre, enfin bref. C'est un homme très occupé, comme vous pouvez l'imaginer. Et vis-à-vis de Chelsea, il était très investi, notamment les premières années. Il ne ratait quasiment aucun match au bridge. Alors, c'est assez marrant puisque Abramovich, alors des fois il avait peut-être des corps et tout, mais il se mêlait pas des compositions. Et contrairement à plein d'autres propriétaires fortunés qui voulaient décider de tout, alors oui, des fois il y a eu des transferts, on lui a présenté, il a dit oui, peut-être que quelques changements. Oui, mais globalement, Abramovich laissait bosser les gens. Alors certes, il était peut-être mais il n'allait pas se mêler des compositions et tout. Donc à ce niveau-là, tu prends tous les gens qui ont travaillé à Chelsea et autres, te disent bon, on pouvait travailler. Et surtout, il laissait faire Marina, qui est donc sa femme de confiance, qui est voilà, enfin sa femme de confiance, c'est pas sa conjointe, mais je veux dire la personne de confiance qu'il a au club. Aujourd'hui, c'est elle la patronne, parce qu'en effet, rappelez-vous l'affaire Skripal, je crois que c'est 2018 ou 2019, Abramovich prend énormément de recul, on en avait parlé en vidéo, la presse en avait parlé, il y a eu également son installation en Israël, bref, il y a eu plein de choses à dire, mais c'est installation, bon. Vous avez compris, il a obtenu la nationalité israélienne, mais il partageait sa vie ensuite entre la Suisse, Israël, enfin bref, entre plusieurs pays, plusieurs continents également. Mais il y a eu donc cette prise de recul, puisqu'en effet il y a eu des tensions politiques très très fortes suite à l'affaire Skripal qui s'est passée sur le sol anglais, cet empoisonnement d'un ancien agent russe. Donc voilà, vous savez les tensions qui ont pu exister entre le Royaume-Uni et la Russie. Et en fait, Abramovich a toujours été au milieu de tout cela, parce qu'on disait c'est un proche du Kremlin. Oui,
mais il n'était pas non plus tout le temps fourré en permanence en Russie. Mais est-ce qu'il a des liens privilégiés en haut? Oh oui. Donc arrive la guerre en Ukraine, et là, premier communiqué de Roman Abramovich qui n'attend quasiment pas, et qui explique qu'il va laisser le contrôle du club à la charité, etc., le conseil d'administration et tout. Alors, en fait, c'était une annonce sans une annonce, parce qu'il restait toujours le propriétaire, et l'argent venait toujours de lui. Donc au final, et la gestion du club au quotidien, il n'était plus vraiment impliqué depuis quelques années. D'ailleurs, il cherchait un petit peu à passer la main, mais au bon prix. Et je tiens également à apprécier autre chose, au passage, c'est quand même qu'il s'est vraiment pris au jeu pour Chelsea. Il y a beaucoup de mecs qui achètent des clubs, bon c'est un jeu. Lui s'est vraiment pris d'affection pour le club et pour le foot. C'est quand même à signaler aussi. Et d'ailleurs, aussi au passage, parce que là on parle de la communication. Vous voyez, premier communiqué, il est parfait. Tu dis, waouh, le mec il va se retirer, etc. Alors, bon, c'est pas vraiment ça. Parce qu'il a des génies, il est vraiment très doué pour s'entourer de personnes compétentes en termes juridiques et en termes de communication. Ce qui fait qu'ensuite, tu as tous les mecs qui ont passé les appels. Je suis dans un groupe sur Signal, etc., où il y a pas mal de journalistes à travers le monde, et les mecs disaient, on a tous reçu des appels de mecs, donc de PR, Public Relations, qui te font comprendre et qui vont orienter la presse, notamment anglo-saxonne, ce qui était vraiment ciblé, les journaux importants, pour dire, oh mais regardez, Abramovich n'est pas dans la politique, il n'est pas dedans, etc. Vous avez vu, il prend du recul, très fort, alors que c'était pas vraiment le cas. Et si tu regardes même globalement sur sa période à Chelsea, souvent j'entends l'Arabie Saoudite qui rejette Newcastle pour l'image, le Qatar et tout, la personne à qui ça a le plus bénéficié d'investir dans le football en termes d'image, c'est Roman Abramovich. Ça l'a fait connaître dans le monde entier pour ses business, ça a été bon, et ça ne l'a pas donné de mauvaise image. Alors qu'il est russe, et on a souvent la suspicion, il y a beaucoup de gens qui ont une suspicion naturelle pour un homme d'affaires russe, comme si les hommes d'affaires milliardaires, il y avait une nationalité pour être louche. Hein. Je pense que malheureusement, tous les gens qui ont plein d'argent, malheureusement, il y en a beaucoup des fois qui ont fait des choses pas très nettes, en Russie et ailleurs. Donc bref, ça a quand même vachement réussi. Donc il y a eu ce premier communiqué là, où il ne parlait pas de guerre. Important à signaler. Ensuite, il y a eu sa fille qui a fait des commentaires sur les réseaux sociaux en disant qu'elle est contre la guerre, etc. et tout. Bon, sa fille a évidemment très élevée culture britannique et tout ça. J'en parlais avec quelqu'un qui connaît plutôt bien le sujet. C'est pas la personne qui va retourner spécialement en Russie. Ensuite, on a eu son porte-parole, Roman Abramovich, qui a dit que voilà, il va prendre part aux discussions de négociation pour faire le médiateur à la demande de l'Ukraine. Alors ce serait donc des associations juives ukrainiennes qui auraient essayé de trouver quelqu'un en Russie pour faire l'interlocuteur. Ce serait venu également des services du président de la République. On ne sait pas vraiment, c'est assez flou à ce niveau-là. Et le président a dit oui, il va prendre part aux discussions qui étaient prévues en Biélorussie, etc. entre les deux camps. Alors il n'y a pas eu de photo où il était directement, ce qui a mis le doute, mais ça a été confirmé qu'il a un rôle de conseiller par l'une des personnes très proches du président ukrainien. Donc là, c'est très important aussi. On le fait passer comme un médiateur. Et c'est vrai quand même qu'il a pour le coup, que ce soit l'intelligence, la diplomatie, c'est quand même un mec qui connaît tout le monde. Donc à la rigueur, pour le coup, ça n'aurait pas été très choquant. Et ce qui est le plus intéressant dans le communiqué, c'est qu'il explique que les bénéfices de la vente vont être reversés aux civils, aux victimes en Ukraine, etc. Et qu'il y a plein de choses qui vont être faites. Et ça, tout le monde en parle. Ça donne encore une excellente image à Roman Abramovich. Et bravo à lui pour ce qu'il va faire. Sauf qu'on va tempérer un peu parce qu'on tombe tous dedans. On dit, ok, la vente, donc il va tout redonner. Non, c'est pas exactement le cas. Parce que dans le communiqué, si vous lisez aussi, et ça c'est exceptionnel, il explique que la dette que Chelsea a envers lui, en fait, il va pas la toucher. Explication. Roman Abramovich est propriétaire de Chelsea. Chelsea a beaucoup investi d'argent. Donc c'est lui qui mettait, évidemment, à ce niveau-là. Au total, depuis qu'il est arrivé, alors ce que je vous dis c'est en pounds, hein, c'est à peu près 1,5 milliard de pounds qu'il a investi petit à petit. Sauf qu'en fait, ça n'a pas été de l'investissement direct, ça a été un prêt sans taux d'intérêt quand même. Contrairement à certains clubs, il y a certains propriétaires de clubs aujourd'hui qui prêtent de l'argent à leur club avec des taux d'intérêt et ils vendent après. Bon, ça c'est génial. Abramovich a quand même pas eu ce culot-là. Donc ensuite, derrière, Chelsea a une dette de cette même somme vis-à-vis de Roman. Et l'idée, c'était que pendant la revente, eh ben lui, il allait récupérer ça. Donc en fait, quand on dit tous les bénéfices de la vente seront reversés à cette fondation-là, c'est la vente moins 1,5 milliard de pounds. Ce qui change beaucoup. Si admettons vous vendez à 2 milliards, ça fait 500 millions, ce qui est déjà énorme, mais ça ne fait pas 2 milliards pour la fondation. Donc ça, il faut quand même préciser, c'est assez important à souligner. Donc encore une fois, en termes de communication, c'est exceptionnel. Tout a été soigné. Parce que là, l'idée de Roman Abramovich, c'est d'éviter les sanctions. Et alors là, on va dire, est-ce qu'il choisit un camp? Parce qu'il ne peut pas non plus complètement choisir un camp, vu tout ce dont il a bénéficié en Russie. Donc là, il fait ce communiqué-là, il donne des garanties à la communauté internationale, contrairement à d'autres oligarques qui gardent le silence,
en disant regardez, je m'engage vis-à-vis de l'Ukraine, mais il n'y va pas trop frontalement vis-à-vis quand même de ses bienfaiteurs russes. Donc c'est un peu un numéro d'équilibriste, et en effet, si on se met à sa place, c'est pas non plus forcément évident, tu navigues sur un fil, qu'est-ce qui va advenir ? C'est compliqué à dire, mais il y a déjà des intéressés pour acheter Chelsea. Et comme je vous le dis, ça se murmure depuis un moment, Abramovich était intéressé, Bloomberg l'avait répété, sur ces dossiers-là, ils sont quand même pas mauvais les mecs, et ça se savait un peu dans le milieu autorisé qu'Abramovich cherchait à vendre le club depuis un moment, mais au bon prix. Là, on parle de 2 milliards, il y aurait plusieurs personnes intéressées, on verra. Mais cette vidéo, elle montre en fait autre chose, c'est que Roman Abramovich a fait d'autres investissements footballistiques dont on parle très peu, et qu'on peut aussi relier à tout ce qui se passe actuellement, parce qu'il y avait toujours un petit fond politique quand même, il ne faut pas le nier. Et là, vous allez parler de Leyston Holdings. Leyston Holdings, c'est quoi? C'est une compagnie qui appartient aux îles Vierges britanniques, donc un paradis fiscal. Et il y a quelques années, son nom sort dans les Football Leaks, etc., que cette compagnie avait des droits économiques et des droits d'image de certains joueurs. Et quand j'ai sorti mon livre La Mano Negra, je suis allé un petit peu plus loin. Ce fonds d'investissement, géré par le maître sensei, Mr. Fixit, Pini Zahavi, toujours dans les bons coups, maître Pinchas le terrible, et bien en fait, il allait récupérer des mecs comme André Carrillo, Lazar Markovic et d'autres joueurs, notamment camerounais aussi, Olinga, Onana et tout ça. Pas Onana, Garnage, c'était un autre Onana. Et en fait, il allait récupérer des droits d'image, soit 50%, soit des droits économiques carrément, à l'époque où la TPO était encore autorisée. La TPO, c'était la tierce propriété en football. Et en fait, dans le livre, dans mon cours de enquête, je m'aperçois que le propriétaire de ce fonds-là, c'est Roman Abramovich. Ce qui pose une question, comment Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, peut également détenir des droits économiques de joueurs qui ne sont pas de Chelsea, ou de droits d'image qui ne sont pas de joueurs de Chelsea, qui vont des fois jouer contre Chelsea. Mais ça se trouve, les joueurs ne sont même pas au courant en fait, tu ne savais pas vraiment. C'était un peu la loterie du football et tout ça. Et j'en avais parlé à Pini qui m'avait fait une réponse exceptionnelle en disant « Oh, je ne suis pas au courant si c'est Roman qui est le propriétaire, moi je parle juste avec les conseillers, oui, prends-moi pour un imbécile. » Et il me met entre parenthèses « Mais si c'est Roman, alors super !» Alors là, le maître sensei dans toute sa splendeur quand même, parce que je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, Pini Zahavi, c'est le patron, c'est le padré du game quand même, hein, depuis 30-40 ans. C'est lui qui fait racheter Chelsea Abramovich, et même si des fois ils se sont un peu embrouillés, il y a quand même eu des embrouilles, ça n'a pas toujours été... il a quand même eu, c'est l'agent qui a eu le plus d'influence sur les 15 dernières années à Chelsea, c'est lui qui a introduit même Mendes là-bas, parce qu'à l'époque, vous savez, Mendes était très pote, Mendes l'avait ouvert des trucs au Portugal et tout, et ensuite c'est lui qui a introduit Fali Ramadani, super agent parmi les super agents à Chelsea. C'est-à-dire Sarri, tout ça, c'est Ramadani. Tiago Rapion, pareil, il va l'introduire parce qu'il a une très bonne relation avec Marina et Roman Abramovich. Donc le maître sensei avait géré les Leyston Holdings de main de maître avec le non moins maître sensei des avocats, Udi Šokatovič. Udi Šokatovič, ça vous parle pas? Alors, c'est un crâne chauve, c'est le divin chauve des avocats, Udi Šokatovič. C'était le maître de la tierce propriété, c'est-à-dire micmac par-ci, droit économique par-là, droit d'image par-ci, dans un paradis fiscal, hop hop hop. Udi Šokatovič, qui était un habitué évidemment de Stamford Bridge, très proche de Roman et ses conseillers. Et en fait, ils avaient monté un business parallèle de plein de joueurs et récupéraient, mais c'était un truc incroyable. Or, le quotidien de la gauche israélienne Haaretz avait sorti que Leyston Holdings avait donné 100 millions de dollars à peu près à Elad, qui est un groupe israélien qui en fait cherche à accentuer la présence juive dans Jérusalem-Est, ce qui avait été dénoncé par certaines associations à l'époque, mais qui aujourd'hui, parce que Roman Abramovich encore une fois c'est un maître en communication, tu as d'autres articles et on va mettre en avant sa philanthropie qui est pour le coup réelle et notamment tout ce qu'il fait pour la communauté juive en Israël et à travers le monde. Donc j'avais sorti cela dans mon livre La Mano Negra et puis 2 ans plus tard, BBC Panorama et d'autres médias publient tous les documents, etc. et tout. Alors c'était un peu mon premier énorme scoop, j'ai envie de dire. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais dû contacter les avocats de Roman Abramovich, je m'étais pris des fins de non-recevoir, ils n'avaient pas voulu commenter et tout ça. Et c'est ça aussi qui est à noter en fait chez Abramovich. C'est le culte du mystère, du secret. Et c'est ça qu'il faut comprendre des fois dans le football. C'est que on cultive la discrétion et on va te faire comprendre que des fois il ne faut pas écrire, ou des fois tu vas recevoir des appels de gens, mais tu ne sais pas si c'est vraiment vrai, qui vont t'orienter sur des pistes. Mais globalement, si je dois revenir sur toute la présidence d'Abramovich, c'est un mec qui a vraiment aimé son club, ça pour le coup, qui aime vraiment le foot, c'est peut-être dur à croire pour certains, mais il est vraiment passionné, il s'est pris au jeu, qui a quand même laissé les gens bosser, ce qui est très très rare, sauf qu'en effet derrière, tu as toujours des deals politiques, des deals d'influence, que ce soit pour Abramovich ou pour tant d'autres hommes d'affaires. Donc aujourd'hui, la vente de Chelsea, elle se comprend très simplement, parce qu'il ne veut pas avoir les sanctions au niveau international parce que son business il n'est pas simplement en Russie, il est à travers le monde. Mais pour répéter, il est sur un fil parce qu'il a d'un côté ses bienfaiteurs et de l'autre côté peut-être son avenir.
Comme le dit son communiqué, j'aimerais revenir une dernière fois vous dire adieu, etc. On savait qu'à un moment donné, son permis n'avait pas été renouvelé au Royaume-Uni. C'est un peu cette relation d'amour-haine et cette relation politique en fait de Londongrad, la Russie, le Royaume-Uni, au milieu des oligarques, des clubs de foot, des droits d'image, des droits économiques. Et on se rend compte que derrière tous ces millions et parfois même ces milliards, il y a quand même souvent de la politique. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.